France Inter, le 18-20, Frédéric Barrère. Au téléphone sonne ce soir une question sensible mais ouverte au débat. Chasseurs et anti-chasse, peut-on arriver à s'entendre? L'annonce de la mort hier soir d'un automobiliste de 67 ans touché par le tir d'un chasseur près de Rennes samedi dernier relance la question de la sécurité à proximité des zones de chasse. Et on a aussi frôlé un drame le même jour en Indre-et-Loire. Une balle a transpercé la voiture d'un couple de retraités sur la route. Le couple est terriblement choqué. Le chasseur se dit bouleversé. Mon premier accident, dit-il, en 60 ans de chasse. Quelle solution pour la sécurité? 5 maires en Ille-et-Vilaine demandent des journées ou des demi-journées sans chasse. En Côte d'Or, une charte pour vivre la nature ensemble a été signée. Yannick Jadot, candidat écologiste à la présidentielle, propose d'interdire la chasse le week-end et pendant les vacances scolaires. Le week-end sans chasse, il faut avoir un débat, lui répond Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. Et justement, on en débat ce soir au téléphone sonne avec nos invités en studio. Marc Giraud, naturaliste et porte-parole de l'Association pour la protection des animaux sauvages. Bonsoir. Auteur de Comment se promener dans les bois sans se faire tirer dessus aux éditions Alary. Et vient de paraître Qui veut la peau des écolos aux éditions Double Ponctuation. Et puis, en distance à Metz, je remercie d'ailleurs France Bleu, Lorraine Nord, qui assure la liaison. Philippe Lavitte, directeur de la Fédération départementale des chasseurs des Vosges. Bonsoir. Et vous avez, vous, une chaîne YouTube, Féliou Chasse, invité également au téléphone. Sergio Dalla Bernardina, anthropologue, professeur à l'université de Brest et membre de l'Institut interdisciplinaire d'anthropologie du contemporain. Bonsoir. Et on en débat aussi avec vous, auditeurs. Appelez-nous, c'est votre émission, le 01 45 24 7000. Le standard est ouvert. Le téléphone sonne. 01 45 24 7000. Première question, on va à Annecy. Bonsoir, Hélène. Bonsoir. Vous êtes une ancienne végane, vous vouliez intervenir, je vous en prie, allez-y. Oui, je suis restée végane quelques mois et j'ai eu des soucis d'ordre hormonal, des soucis de déminéralisation au niveau des dents, au niveau des cheveux, et j'ai dû réintroduire les produits animaux. Et un matin, je me suis réveillée en me disant, mais finalement, les animaux que l'on chasse, ils passent toute leur vie dans leur environnement naturel. Ils sont libres, ils ont une alimentation qui leur convient, voilà. Et bien sûr qu'il y a peut-être des moments de stress à la fin, et encore selon le mode de chasse. Et donc moi, voilà, de fervente anti-chasse, je suis devenue pro-chasse, mais bien sûr avec une réglementation. Et je compare souvent le rapport du nombre d'accidents par rapport aux pratiquants au cas de la circulation routière. Et finalement, il y a moins d'accidents de chasse au vu des pratiquants que d'accidents de la route liés soit à des comportements inadmissibles, soit l'inattention ou autre. Et pour autant, on n'interdit pas la circulation routière. Voilà. Par contre, moi, en tant que randonneuse, eh bien, je m'habille avec des couleurs flash, je respecte le travail des chasseurs. Étant d'ailleurs, à l'époque où j'étais anti-chasse, j'essayais de discuter avec eux, de comprendre ce qui les animait, et plus encore aujourd'hui. Mais voilà, je trouve que c'est pour moi évident de porter un pull rouge, orange, une casquette, de façon à être visible et à limiter les risques pour tout le monde. Merci Hélène. Malheureusement, ça ne suffit pas. Mais on va d'abord aller à Metz retrouver Philippe Lavitte, qui est président des chasseurs des Vosges. Philippe Lavitte, ça va vous faire directeur des chasseurs des Vosges. Philippe Lavitte, donc ce témoignage doit un peu vous réconforter parce que ces derniers jours, vous avez dû être pas mal attaqué. Oui, bien entendu. Et puis, je tiens à saluer cette intervention qui est extrêmement intéressante, qui prouve que quand on a cette curiosité et cette ouverture d'esprit, en général, on comprend aussi beaucoup de choses. Et on a effectivement de plus en plus de ces témoignages de gens qui changent en fait leur attitude et leur vision des choses, qui se rendent compte qu'il peut y avoir une des notions de bien-être animal et avec en correspondance totale avec les pratiques de chasse. La seule chose où j'étais pas tout à fait d'accord, c'est sur l'utilisation du terme travail, parce que ça n'est pas un travail et beaucoup essaient de nous faire croire que ça en est un. Et c'est vrai que ça a des missions, ça a un intérêt
missions d'intérêt général, mais c'est pas un travail en soi, ça reste une activité, un art de vivre, on peut le tourner dans le sens qu'on veut, mais c'est vrai que ça a des effets bénéfiques pour la biodiversité. Et donc c'est important de le souligner. Et comme la personne l'a très très bien dit, c'était effectivement la viande de gibier, ce qu'on appelle la venaison, est une viande donc sans antibiotiques, sans pesticides. Et c'est en plus des circuits courts, c'est-à-dire que les chasseurs vont le prendre dans les forêts environnantes, les forêts ou les plaines. Donc c'est extrêmement riche et important. Et ça devrait être la viande la plus à la mode. Et en plus, ça a des qualités organoleptiques extrêmement intéressantes et puis au niveau gustatif. Enfin, bref, il y a énormément de choses. Donc c'est effectivement une intervention qui montre beaucoup de choses. Et je tenais juste à préciser aussi, en profiter pour parler du titre de votre émission qui était Peut-on réconcilier chasseurs et anti-chasse. Ouais. Et nous, par exemple, voilà, il y avait une personne qui était végane, il y a aucun chasseur qui est anti-végane. Et c'est toujours un peu difficile de réconcilier des gens quand on s'affiche déjà en étant anti quelque chose. Alors, on va donner la parole à Marc Giraud, naturaliste et porte-parole de l'Association pour la protection des animaux sauvages. Marc Giraud, vous pouvez réagir bien sûr à ce qu'on vient d'entendre, mais vous dites aussi qu'il y a aujourd'hui beaucoup plus de véganes que de chasseurs. Plus de végétariens, il y en a 2 fois plus. Ouais. Oui. Le monde change. Le monde change. Alors une réaction à ce que nous venons d'entendre. Je suis très étonné par ce témoignage de quelqu'un, en gros, qui comprend bien les chasseurs, et je comprends qu'on les comprenne, mais qui se disent ex-véganes, parce que les gens que je connais qui sont véganes, c'est quand même des gens qui sont tellement concernés par la souffrance animale qu'ils en font des sacrifices, parce que c'est pas facile d'être végane. Donc je suis un peu étonné par ce mélange, mais passons. Le problème, c'est pas que d'être pour ou contre la chasse pour des raisons éthiques aussi, c'est que la chasse est un lobby et qu'il y a aussi un problème de démocratie. C'est-à-dire que même si on aime bien la chasse, et le livre qu'on a fait là, Comment se promener dans les bois, c'est pas un livre d'opinion, c'est juste un livre qui montre comment ça marche. Et il y a plein de chasseurs qui me disent, je comprends pourquoi ça va mal. C'est quand même un lobby très pyramidal, et on n'a pas son mot à dire quand on est chasseur. Alors le terme lobby est très contesté, notamment par le président de la République, Marc Giraud. Je le signale, ce n'est pas un lobby caché, dit-il, mais très très influent. On va prendre un deuxième appel. C'est Anne, je crois. Vous nous appelez d'où, Anne ? Bonsoir, je vous appelle depuis la Creuse à Évaux-les-Bains. Et alors vous avez des problèmes quand vous vous promenez à cause des chasseurs ? Oui, en fait, moi j'ai choisi d'habiter à la campagne et ça fait 2 ans que je suis là. Et en fait, j'essaye de passer entre les périodes de chasse, mais au bout du compte, j'arrive jamais à sortir de chez moi pour aller me promener librement comme j'ai envie, quoi. Bon alors, Philippe, donc, oui. Ça pose vraiment la question de la liberté de circuler. Oui. Plusieurs témoignages en ce sens, sur ces conflits et avec les chasseurs, les problèmes pour se promener. Philippe Lavitte, c'est vrai que ça arrive, qu'il y a des problèmes, que les chasseurs peuvent faire peur à des personnes qui se promènent dans les bois ou qui conduisent sur l'autoroute, voir un groupe de chasseurs armés avec leur véhicule, leur gilet orange à côté d'une 4 voies, d'une autoroute. Ça peut intimider et faire peur à des gens. Je le comprends tout à fait. Je remercie Anne pour son intervention. C'est extrêmement flagrant en fait la problématique qui est derrière tout ça. C'est là on a affaire à une dame. Je sais c'est pas une insulte du tout. Au contraire, c'est une néo-rurale si j'ai bien compris. Et c'est arrivé du coup en profiter du monde rural et toutes les qualités que cela apporte au rythme de vie, mais la ruralité, on la prend dans son entièreté et la chasse en fait partie. Ce qui est très très important de prendre en considération, c'est le fait que la chasse doit être beaucoup plus expliquée et beaucoup mieux connue. Et en fait, comme vous l'avez dit, je comprends ça. C'est quelque chose que je comprends totalement, le fait que les gens peuvent être surpris de voir des gens armés. Les armes ont une fâcheuse tendance à être mal vécues, à être associées à la guerre et à plein d'autres choses. C'est vrai que ce sont des outils qui sont faits pour tuer, on va dire les choses très très concrètement, mais la plupart des gens ne connaissent pas du tout leur fonctionnement, leur réelle dangerosité. Et là-dessus, c'est vrai qu'on a un effort à faire. Et en fait, si vous voulez, par rapport à la communication qu'il y a eu et aux règles, donc c'est pas du tout une interdiction de circuler. C'est-à-dire qu'il y a aucun chasseur qui ne peut interdire quelqu'un, sauf s'il est dans sa propriété privée, bien entendu, qu'il est chez lui. Ce qui arrive aussi, on en parlera sûrement tout à l'heure. Mais quand il y a une chasse organisée, une chasse avec une potentielle dangerosité,
circulation, donc souvent ce sont les battues, elles sont obligatoirement annoncées avec des panneaux qui sont conformes à la sécurité routière. Donc les chasses sont tout le temps extrêmement indiquées et donc on a largement la possibilité, quand ça se fait de manière cordiale, ce qui représente quand même à mon avis plus de 95% des cas, si ça se passe de manière cordiale, on peut demander à la personne, est-ce que ça dérange si je passe? Et la plupart du temps on dit non, mais à ce moment-là prévenez l'ensemble des chasseurs. Nous, c'est une période pendant laquelle on ne chassera plus et on va désarmer nos armes pour le temps que vous passiez, mais c'est sûr que si vous pouvez prendre un chemin alternatif, c'est tout à fait possible. Bon, là je vous donne dans la meilleure des situations, quand les gens nous répondent quand on leur dit bonjour tout d'abord, et en général c'est toujours possible. Il faut savoir que Anne me répondra certainement, mais en général dans une commune il y a plusieurs milliers d'hectares et une chasse ne prendra jamais plus d'une centaine d'hectares à l'instant T. Donc il y a une très très large possibilité de partager cette nature, et je pense que c'est ça l'important et la clé du message que je veux passer aujourd'hui, c'est le partage de la nature dont les chasseurs font partie des usagers comme les autres. Alors je voudrais qu'on entende Sergio Dalla Bernardina, anthropologue. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, moi j'ai été frappé notamment par la première intervention qui me paraît effectivement très, très intéressante et aussi un peu singulière, dans le sens que je me demande combien de personnes ont eu cette conversion. Mais ça m'a intéressé aussi parce que effectivement l'argument de l'intérêt alimentaire de ce gibier qui a vécu dans des conditions de pureté extrême est effectivement un des arguments qui peuvent quelque part réunir plutôt que distancier les deux parties, enfin celle des chasseurs et celle des anti-chasses. Et en même temps, je me posais la question justement du statut de cet aliment, parce que c'est drôle de voir comment les chasseurs, que je n'ai aucune envie de critiquer, j'ai aucune raison pour le faire, mais changent, comme tout le monde d'ailleurs, de stratégie au fil du temps. C'est-à-dire donc, il y a, pour justifier justement leur activité. Et donc dans le passé, il y a eu un moment où il était important de montrer qu'on ne mangeait pas le gibier. C'était le geste sportif par définition. Moi, je suis le sportman et d'ailleurs, je mange même pas le gibier. Et ce qui compte, c'est le beau tir, faire travailler le chien. Et c'était une erreur, à mon sens, stratégique, justement parce que l'aspect gastronomique, je dirais même pas alimentaire, mais gastronomique, est fondamental. Toute l'histoire de notre civilisation est une histoire de plaisir, aussi de plaisir lié à l'alimentation carnée et au gibier en particulier. Donc, à la limite, cette vieille stratégie était perdante parce qu'on aurait pu demander à chaque fois au chasseur, mais si tu ne tires pas, si tu ne manges pas le gibier, pourquoi est-ce que tu le tues? Et donc c'est très intéressant de voir que cet argument de l'intérêt gastronomique alimentaire réapparaît et il me paraît tout à fait pertinent. Parce qu'autrefois, la chasse est devenue un loisir, mais autrefois le chasseur était considéré comme un héros il y a bien longtemps parce qu'il rapportait à manger. Sergio Dalla Bernardina. Oui, disons que si on considère en perspective l'histoire vraiment de l'histoire de l'Occident, les héros de la Grèce ancienne sont presque tous chasseurs. Enfin, très souvent sont chasseurs et cette idée de l'importance justement de cet acte, on la retrouve tout au long de l'histoire de l'Occident, mais notamment parce que le chasseur est celui qui nous éloigne du monde sauvage. Et il faut comprendre que notre histoire, jusqu'à il y a très peu de temps, est l'histoire d'une civilisation qui a cherché à se éloigner de la sauvagerie, de prendre ses distances du monde sauvage et qui considérait la condition domestique comme ce qu'il y avait de plus souhaitable. Et tous les animaux étaient considérés, pour une raison ou pour l'autre, comme des nuisibles. Aussi bien le cerf que le lièvre, pas seulement le sanglier, pas seulement. Et donc, et ça fait très peu de temps que on a changé complètement, on pourrait dire, de fusil d'épaule, et ces animaux ont été réhabilités, et en même temps, la dimension sauvage a été réhabilitée. Mais le chasseur était celui qui nous permettait de défendre ce qu'on avait arraché à la nature et pour rester du côté de la civilisation, si vous voulez, d'un certain point de vue. Et aujourd'hui,
Oui. Et voilà. Et aujourd'hui, il y a une inversion incroyable, enfin tout à fait compréhensible. Je suis pas en train de la critiquer, mais dans le sens que effectivement, on a découvert que la nature est fragile. On a découvert, on l'a découverte parce que ça fait quelques années que les gens vont à la campagne, en réalité. Donc il y a aussi un antagonisme qui gère le discours sur la nature, qui gère le discours sur les animaux sauvages. La conscience de l'urgence écologique s'est affrontée, s'est confrontée aux chasseurs, hein, c'est ça. Hein. Marc Giraud, vous vouliez intervenir. Oui, la vie sauvage, moi naturaliste évidemment, j'en suis très proche et il faut arrêter avec ces clivages chasseurs d'un côté ou ruraux et bobos, etc. C'est vraiment une légende. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on est un peu chez les bisounours depuis un moment. Bon, évidemment, les animaux d'abattoir, on peut en parler, mais c'est un autre sujet, oui. Et on n'est pas en train de défendre ça, mais les animaux blessés à la chasse souffrent aussi. Il y a énormément de souffrance. Il y a des gibiers d'élevage qui sont élevés dans des conditions qui sont dignes ou indignes plutôt des poules en batterie. Donc la chasse, c'est pas toujours très tendre. C'est pas tendre vis-à-vis des chiens aussi, parce que moi qui vis à la campagne, je peux vous dire qu'ils sont fermés toute l'année, qu'ils ne sortent que pour les jours de chasse. Et c'est pas tendre aussi pour les gens et pour les ruraux, parce que ce sont les ruraux qui se plaignent de la chasse. À l'Aspace, on a fait un hashtag Osez parler, Osez EZ, hein, et on a reçu une avalanche de témoignages de gens, mais qui ont vraiment des brutalités. C'est-à-dire qu'ils se font tuer leurs animaux parce qu'ils s'opposent à des chasseurs qui rentrent chez eux, des enfants qui osent pas sortir. Alors je suis pas en train de faire pleurer Margot, c'est vraiment des témoignages qu'on a, mais quasi quotidiennement. Et depuis un moment, ça fait des années qu'on parle des accidents de chasse et des morts à la chasse, et on n'en parlait pas beaucoup. Et je suis content de voir qu'aujourd'hui, le thème de la sécurité et du partage de l'espace est enfin à l'ordre du jour. Alors on retourne au standard où Marc nous attend. Vous nous appelez de Neuilly-le-Brignon, Marc. Oui, c'est ça, en Touraine. Bonsoir. Bonsoir, posez votre question, allez-y. Nos invités vont vous répondre. Je vais vous faire part de mon incompréhension quand je constate l'animosité qu'il y a constamment entre chasseurs et écologistes. Pour moi, le moteur de toute action est l'intérêt. Et peut-on exclure les chasseurs de la protection des espèces sauvages et de leur biotope, puisqu'il en va de leur intérêt propre, si vous voulez. Si nous chasseurs, ne nous préoccupons pas de la nature et des espèces sauvages, où est notre intérêt, voyez? Donc, moi, je ne comprends pas que chasseurs et écologistes, qui ont le plus souvent les mêmes adversaires et les mêmes partenaires, ne s'entendent pas. Marc, vous êtes chasseur, Marc? Des contemplatifs, comme beaucoup de leurs opposants. Ils agissent, protègent, nourrissent, financent, s'investissent pour la faune sauvage, ils défendent la ruralité. Donc moi je suis vraiment étonné de ce qu'on n'arrive pas à s'entendre. Est-ce que un jour de vrais écologistes cesseront de considérer les chasseurs comme des adversaires, ou pire, vous savez, des pelés, des galeux d'où vient tout le mal, comme dirait La Fontaine. Voilà. Je suis totalement surpris du manque d'entente entre écologistes et chasseurs. Moi, je considère que je suis avant tout un écologiste, même avant d'être chasseur. Je suis un grand botaniste et j'adore les animaux, mais je suis également chasseur et c'est ma passion. Voilà, un chasseur écologiste. D'accord. Alors c'est vrai que les chasseurs ont un rôle pour la régulation des espèces. C'est ce qu'ils veulent faire croire en tout cas. Vous n'êtes pas d'accord, Marc Giraud? Non, il y a deux grandes légendes de la communication des chasseurs. C'est il faut réguler les espèces. Alors on pourrait les prendre les unes derrière les autres. Et la chasse, c'est la ruralité. Ça, on en a déjà parlé. C'est absolument faux. Les deux sont faux. Je constate que tout le monde est prêt pour la chasse ce soir. C'est bien. Donc je serai le seul contre tous. Le problème de la biodiversité, justement, c'est que nous, écologistes, les vrais écologistes, les défenseurs de toutes les espèces, pas seulement les espèces chassables, on constate que moi, dans mon village, quand je parle aux chasseurs par exemple, tous les printemps, je ramasse les crapauds avec les gens du village. C'est vraiment un lien rural, ça. Les chasseurs, ça les fait rire qu'on ramasse les crapauds pour qu'ils se fassent pas écraser. C'est risible pour eux.
Quand je leur parle des orchidées, ils savent même pas que ça existe. Enfin bon, je sais qu'il y en a qui connaissent la nature, mais en général, alors c'est pas tous les chasseurs, voilà, Marc Giraud. Oui, mais quand ils manifestent pour le climat, on les voit pas pour le climat. On les voit pour défendre, par exemple, les chasses traditionnelles, qui sont des espèces de gamineries où on attrape des petits oiseaux avec des bouts de ficelle. Là, c'est vraiment le retour à la chandelle ou à la ficelle. Mais sur le climat, sur l'écologie, sur tout ça, on ne les trouve pas, les chasseurs. Moi, j'aurais rien contre, mais on ne les trouve pas. Ils ne militent que pour la chasse. Alors, Philippe Lavitte, directeur de la Fédération départementale des chasseurs des Vosges, vous vouliez intervenir? Oui, parce que si on veut que ça se passe de manière complètement cordiale, il faut pas raconter des choses quand même. Je veux dire, de faire de l'amalgame à parler des chiens, de l'élevage, etc. C'est pas, enfin, je veux dire, les conditions des chiens. On peut, enfin voilà, comme vous l'avez dit tout à l'heure, moi je suis un peu suivi sur les réseaux sociaux. C'est mon meilleur contenu de montrer la relation qu'on a avec les chiens. Il y a personne qui maltraiterait. C'est vraiment ça aussi. Il faut vraiment arrêter avec ça. Le monde des bisounours, comme il a été cité, en général, il est pas trop de notre côté, puisque nous on a l'habitude d'assumer notre rôle et d'assumer le fait que pour tuer un animal il faut le manger. Et il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui mangent des animaux et qui peuvent penser que la chasse c'est mal, mais il y a un moment quand même où voilà, soit on se déresponsabilise et on laisse faire des gens pour qui c'est le métier, soit où on l'assume et on mange une viande sauvage comme on l'a dit tout à l'heure. Moi, quand on parle aussi de manifestations, je voulais rappeler à beaucoup d'associations naturalistes que quand on a manifesté pour la préservation du cerf, lorsqu'il y avait des plans de chasse qui étaient vraiment trop intensif et qui, à notre sens, aurait tendance à faire disparaître un des derniers animaux préhistoriques, puisque c'en est un. On n'a pas retrouvé beaucoup d'écologistes à nos côtés, et je suis tout à fait d'accord avec l'intervention de ce monsieur qui était extrêmement pertinente, et je profite de d'étayer son propos en disant que les fédérations de chasse, dont je suis le directeur, moi personnellement, je me considère aussi comme naturaliste et je suis ingénieur agronome et forestier, et on est association agréée au titre de la protection de la nature. Donc c'est des choses qui choquent un petit peu quand on réfléchit, ou disons quand on ne réfléchit pas, ça peut choquer un petit peu, mais quand on pousse un petit peu plus loin, on détermine, et ça porte un nom, ça s'appelle la préservation par l'utilisation. C'est-à-dire que au bout d'un moment, c'est un concept extrêmement sérieux que j'ai développé, que j'ai souvent pas développé, c'est pas sorti de ma tête, oui, et que j'ai souvent défendu et expliqué aux gens le principe écologique de préservation par l'utilisation. C'est-à-dire à partir du moment où vous avez un intérêt dans une ressource, vous faites votre maximum pour la défendre afin qu'elle soit durable. Le but d'un chasseur, c'est de transmettre, de gérer durablement. On va pas tirer sur le dernier oiseau qui reste, sachant que sinon après on aura terminé notre chasse. Et ça, c'est un concept historique. C'est ce qui fait que ce sont les premiers chasseurs qui ont créé des réserves, qui ont limité la chasse pour qu'elle soit durable, partagée. Et donc c'est en ça qu'on a communiqué, même si ça a fait beaucoup rire certains qui ont pas la profondeur d'esprit nécessaire pour analyser la situation, qui était que les chasseurs étaient les premiers écologistes de France. Mais quand on développe les chiffres, quand on montre les linéaires qu'on entretient, les zones les zones humides qu'on préserve, tout ça pour encore une fois avoir une biodiversité riche dont on est les premiers à profiter. Et aujourd'hui, être un vrai écologiste, ce que je considère qu'une immense majorité des chasseurs sont, c'est de faire de l'écologie de terrain, pas l'écologie de bureau, et de simplement faire des attaques gratuites vis-à-vis des chasseurs parce qu'ils ont un fusil et qu'ils tirent sur des oiseaux. Alors, Philippe Lavitte, merci. Je voudrais qu'on donne la parole à Sergio Dalla Bernardina. Vous vouliez intervenir, Sergio Dalla Bernardina, anthropologue. Oui, donc parce que paradoxalement, je suis un peu d'accord avec Monsieur Giraud d'un certain point de vue, dans le sens que je pense franchement que le mythe du chasseur écologiste est véritablement un mythe. Mais il faut que je m'explique quand même. Allez-y. Dans le sens qu'il y a on dit justement, comme il vient d'être dit, que lorsqu'on a un intérêt pour un bien, on le préserve. Alors, il s'avère que dans les sociétés rurales du passé, le gibier n'était pas un bien, sauf justement dans les cas spécifiques où on avait des réserves pour investir autour de la reproduction. Mais sinon, l'animal, il y a eu une priorité du domestique sur le sauvage, et le sanglier était un antagoniste du cochon, le chamois était un antagoniste des chèvres à la montagne, etc. Donc, en réalité, les gens, les ruraux, n'avaient aucun intérêt dans la défense pour ne pas parler des oiseaux, naturellement, n'avaient aucun intérêt à défendre ces animaux. Mais ce n'est pas parce qu'ils étaient cruels ou stupides, c'est parce qu'ils avaient fait un choix économique tout à fait raisonnable. Et les chasseurs, donc, pouvaient intervenir tranquillement et sereinement sur ce gibier, parce que c'était
des res nullius ou des nuisibles. Il s'avère que les choses ont changé, et donc tout ce que les chasseurs disent rétrospectivement, sauf, je le répète, pour les grandes réserves, sur l'intention spécifique de protéger le gibier, est une illusion. Sauf dans des cas spécifiques, je le répète. Il n'empêche que ce sont les chasseurs qui, à un moment donné, étant donné que les conditions économiques ont changé, ont commencé à protéger réellement le gibier. C'est le cas dans les Alpes, par exemple. C'est grâce aux ACCA, c'est grâce à toute une série d'initiatives dans les années 60 que on a pu voir venir les bouquetins, les chamois, les chevreuils dans certaines régions, etc. Les cerfs. Donc, et c'est vrai que le chasseur est en train de devenir écologiste. Mais dire qu'il a été dans le passé, à mon sens, c'est une falsification de l'histoire. Merci Sergio Dalla Bernardina. On vous retournera la parole tout à l'heure. Alors je retiens Marc Giraud avant d'aller au standard. Je retiens quand on a un bien, on le préserve. Oui, alors j'aimerais bien en avoir la preuve. Moi, je suis pas du tout dans l'invective, je suis dans les faits. Oui. Pour le bouquetin, par exemple, il a été flingué jusqu'au dernier, le bouquetin des Alpes, celui des Pyrénées aussi d'ailleurs. Et il est revenu naturellement en France. Il a été à nouveau chassé jusqu'au dernier. Il est revenu une troisième fois naturellement en France depuis l'Italie. Et là, on a créé le parc de la Vanoise. Le bouquetin est une espèce non chassable. Et aujourd'hui encore, le bouquetin va mieux, donc et on en réintroduit dans plusieurs régions grâce à cela. Et il y a des fédérations de chasse qui s'opposent à la réintroduction du bouquetin parce que c'est une espèce non chassable. C'est-à-dire que pour eux, un animal n'est intéressant que si on peut le tirer. Donc je trouve pas ça super bien pour la biodiversité. Et pour les oiseaux, il y a 64 espèces d'oiseaux chassables en France, qui est un record européen. Il y en a 20 sur la liste rouge UICN, c'est-à-dire qu'ils sont en danger, comme l'alouette, etc. Et les chasseurs s'opposent aux trêves de la chasse. Donc je suis désolé, je suis dans les faits. On retourne au standard où Emmanuel nous attend. Emmanuel, vous nous appelez de Savoie et vous avez une question sur les contrôles. J'ai une question sur la prévention, les mesures de prévention des accidents de chasse, en gros. Les accidents de chasse, en gros, c'est quelqu'un avec un fusil, un chasseur qui tire sur quelqu'un d'autre. Et donc, il y a un certain nombre de mesures de contrôle qui pourraient probablement réduire de beaucoup les accidents de chasse. Des contrôles qui soient avec une structure qui soit totalement indépendante des fédérations de chasse, bien sûr, pour l'exercer, et qui portent ces contrôles sur les aptitudes des chasseurs. Je pense qu'il faudrait avoir de bonnes certitudes sur les aptitudes visuelles, sur les aptitudes auditives des chasseurs, qui sont en jeu dans beaucoup d'accidents. Le dernier en date dont on parle sur votre antenne ces derniers jours en fait état. Oui. Et puis, des contrôles d'alcoolémie qui me paraissent indispensables au vu des nombreuses rencontres de chasseurs, parfois houleuses, que j'ai pu avoir, avec un taux zéro qui soit seul autorisé pour pouvoir se promener dans la nature avec un fusil. Et donc, comme pour le permis auto, de toute façon, mais peut-être en plus sévère, parce que là, on se promène avec un fusil. Voilà. Oui. Ouais, merci de mettre l'eau là-dessus, et Emmanuel. On a beaucoup de questions justement sur ce délit de chasse en état d'ivresse qui n'existe pas encore, qui est une circonstance aggravante. Alors on va poser la question à Philippe Lavitte, directeur des fédérations des chasseurs des Vosges. Philippe Lavitte, plus de contrôle visuel, pourquoi pas un délit de chasse en état d'ivresse? Qu'est-ce que vous en pensez? Je peux me permettre juste un tout petit rappel par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, parce que j'ai entendu donc toutes les interventions. Donc je vais juste rappeler effectivement la chasse à la les gens se partagent entre 4 millions d'années, si c'était les premiers donc qui ont commencé à acheter des cailloux sur des animaux pour essayer de se les approprier. L'agriculture a 10 000 ans, et voilà, ça dépend après de quand on parle de chasseurs écologistes, à partir de quel moment on se fixe sur la frise. Maintenant, depuis, ça fait quand même un moment que les plans de chasse, c'est pas d'hier que les plans de chasse sont nés, c'est-à-dire de fixer ensemble des quotas pour respecter des équilibres, c'est-à-dire qu'il y a des exigences en termes agro, en termes d'équilibre agro-sylvo-syngétique, ce qu'on appelle pompeusement, c'est-à-dire des équilibres donc des forêts et de l'agriculture avec les dégâts qu'ils génèrent. Donc il y a des plans de chasse qui sont fixés en collaboration avec tous les partenaires ruraux et tous les gens qui ont un intérêt dans la nature, et on fixe ensemble des quotas et des minimums à prélever. Donc il y a des grosses exigences. Voilà, ça c'est pour la partie régulation. Oui, alors sur les contrôles indépendants pour évaluer les aptitudes auditives, visuelles et le délit, l'infraction de chasse en état d'ivresse.
Donc ça, moi, sur la partie chasse en état d'ivresse, c'est quelque chose qu'on peut absolument pas cautionner et que je n'imagine pas. Enfin, je pense qu'il y a aussi un gros paramètre des grands clichés, des sketchs qui doivent rester des sketchs et qui ont fait beaucoup de bruit, qui m'ont fait même beaucoup rigoler et ont fait rigoler la France, mais ça doit rester effectivement des sketchs comme beaucoup d'activités. Moi, je suis tout à fait favorable. Philippe Lavit, ça existe la conduite en état d'ivresse? Oui. Non, mais c'est pour ça que je vous dis, dès qu'il y a un accident à la chasse en France, il n'y a aucun accident qui n'ait pas été contrôlé après au niveau de la personne qui est à l'origine. Et donc, il y a d'ailleurs, je tiens à le souligner, puisque dans l'historique des accidents qui sont, le nombre dont on pourra parler tout à l'heure, il n'y a jamais eu, lors d'un accident mortel, et systématiquement les tests sont faits, il n'y a jamais eu un accident donc qui a été où il y avait l'alcool qui était impliqué. Donc voilà, il faut déjà aussi quand même préciser cette chose-là. Et moi, je serais absolument favorable à ce qu'il y ait des contrôles qui soient faits au même titre que pour les voitures. Ça permettrait à beaucoup de gens de casser ces clichés-là et de montrer qu'on est des gens beaucoup plus sérieux que certains laissent entendre. Alors, est-ce que on a Maryse au standard sur les après-midi de Nanchasse? Bonsoir Maryse, allez-y, posez votre question. Donc vous proposez, comme Yannick Jadot, des moments sans chasse, comme ça existe dans certains pays européens. Exactement, et je voulais savoir pourquoi on ne peut pas envisager une journée par semaine, par exemple, ou même une demi-journée, le dimanche après-midi, de non-chasse, pour qu'on puisse aller aux champignons, se promener dans la nature. Moi, j'habite dans la Drôme et en face, il y a l'Ardèche, et ce n'est pas possible. C'est-à-dire que le dimanche, par exemple, il y a 15 jours, on est allé en Haute-Ardèche et il y avait 3 battues au sanglier au bord de la route. Donc, effectivement, il y a marqué chasse en cours, mais alors à moins de faire demi-tour, quand on est sur la route, les chasseurs qui sont postés tous au bord de la route avec leur gilet orange, et on peut pas faire demi-tour. Donc on passe, on se dépêche pour éviter. Donc il y avait 3 battues au sanglier un dimanche après-midi. Merci Maryse. Nos invités vont vous répondre. Marc Giraud, vous... ça fait 40 ans qu'on milite pour le dimanche sans chasse. C'est ça. Je vous rappelle quand même qu'en Angleterre, la trêve du dimanche, c'était en 1831 que ça a été voté. Tous les pays d'Europe ont des jours nationaux sans chasse. Il y a même la plupart des pays comme les Pays-Bas, ou l'Italie et l'Espagne, il n'y a que 3 jours de chasse seulement, c'est-à-dire que l'état normal, c'est de ne pas chasser. Et les gens, ils se promènent un peu plus tranquillement que chez nous. Philippe Lavit, dans les Vosges, chasseur des Vosges, un dimanche sans chasse, un jour sans chasse, une demi-journée sans chasse. Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que c'est possible? Alors, ça se fait dans des pays européens. Ça se fait dans des pays, ça se fait de manière extrêmement locale. Ça se fait absolument partout. Il y a des clauses dans les locations de forêts domaniales ou dans les forêts communales, etc. Ou quand il y a des soucis de proximité, lorsque dans des conditions de proximité avec des villes où il y a une forte fréquentation touristique, où il y a déjà des restrictions qui sont effectuées au niveau local, là où c'est susceptible de poser des problèmes. Moi, ce qui m'en pose un de problème, c'est cette histoire de légiférer et d'imposer ça à tout le monde. Ce qu'il faut quand même retenir en 3 points, c'est que la chasse repose sur le droit de propriété. Il faut garder en tête, et ça, j'espérais pouvoir avoir le temps d'audience de l'expliquer à tout le monde. La nature n'appartient pas à tout le monde. Je veux vraiment rester que ça soit enregistré par tout le monde. La nature n'appartient pas à tout le monde. On l'entend trop souvent. N'appartient pas aux chasseurs. Non, bien entendu, n'appartient pas aux chasseurs. Néanmoins, c'est lié au droit de propriété. Le droit de chasse est lié au droit de propriété, qui est un droit quand même fondamental français. C'est un droit comme beaucoup d'autres, et il y a quand même près de 70 ou 80% des forêts et de la nature, du coup, qui appartiennent à donc les gens font quand même un peu ce qu'ils veulent chez eux, et surtout que lorsque c'est légal et que c'est très encadré. Donc voilà, donc déjà, chez ces gens-là, je suis désolé, vous aurez beau faire ce que vous voudrez, vous ne leur interdirez pas de faire ce qu'ils veulent chez eux, et s'ils veulent chasser, ils chasseront chez eux, et ça, là-dessus, on pourra pas en démordre. La deuxième partie, c'est que c'est une activité extrêmement populaire, la chasse, c'est-à-dire que ce sont des gens comme vous et moi qui travaillent la semaine. C'est pas un travail comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une activité de loisir qui se pratique le week-end et les jours fériés, et donc ça reviendrait à interdire la chasse. Et quand j'entends moi Monsieur Jadot qui commence sa phrase par dire je veux que la nature retourne à tout le monde, soit possible d'être fréquentée par tout le monde, et du coup j'interdirais la chasse. Donc déjà nous on est déjà exclus du reste du monde. Donc c'est quelque chose qui est déjà dans la sémantique même, il y avait déjà une erreur qui est inadmissible. Donc voilà,
on veut interdire la chasse, alors que moi, encore une fois, sur 95% des territoires, ou même sûrement bien plus, on a de plus en plus de conventions de partage de territoire avec les fédérations de randonnée, de vététistes, etc. Et ça se passe très bien. Donc pourquoi, alors que ça tout se passe bien dans 95% des cas, pourquoi vouloir légiférer et imposer ça? Je vous rappelle aussi juste un truc, c'est quand même que ça fait bien tout le temps, quoi. Pendant le Covid, on a quand même notre ministre qui est pas notre plus grande fan à la base de chasse, qui nous a quand même signé une dérogation du couvre-feu, du couvre-feu et du confinement pour pouvoir pratiquer la chasse, parce qu'elle l'a reconnu, et c'était écrit noir sur blanc dans l'arrêté de dérogation, comme une mission d'intérêt général, une mission de service public. Donc on vous a compris. On peut pas nous dire d'un côté il faut y aller même quand il y a un confinement parce que c'est important, votre activité est importante, et d'un autre côté on dit n'y allez pas le week-end et les jours fériés. Il y a un moment, il faut être cohérent. Merci. Je voudrais bien conclure. Oui. Parce que sur la chasse qui est populaire, tous nos sondages montrent qu'il y a au moins 70-80% des Français qui n'aiment pas la chasse, et le sondage du GDD récent dit que 69% des Français approuvent la proposition de Yannick Jadot. Donc populaire. Merci. Désolé, hein. Merci. Malheureusement, on n'a pas le temps de retourner entendre Sergio Dalla Bernardina, et pourtant l'Italie, qu'il connaît bien, s'apprête à organiser un référendum sur l'abolition de la chasse. Merci à nos trois invités, Sergio Dalla Bernardina, Philippe Lavitte et Marc Giraud. Merci aux auditeurs qui nous ont appelés. Après les infos de 20h, leur philo. Bonsoir Patricia Martin. Bonsoir Frédéric Barrère. C'est un autre Frédéric Worms, pour un essai intitulé Vivre en temps réel. Le temps réel, c'est celui de la pandémie. À tout à l'heure Patricia. À tout à l'heure. France Inter,